Le cinéma de variété à Annelin. L'historique. Annelin compta 2 cinémas. Les variétés, exploitées par la famille Duribreux, et le familial, fondé à la fin de la guerre 39-45 et géré par monsieur le doyen d'Annelin, curé de la paroisse Saint-Martin. Ce cinéma a disparu suite à l'effondrement de sa toiture. Heureusement, il était vide. Dans les années 70, le cinéma des variétés a ouvert ses portes au cours des années 20, avec la projection de films muets. La salle venait d'être construite à l'arrière d'une auberge située rue Pierre-Auger. On y accédait par la grande porte de l'actuel restaurant Le Bistroquet. Cette salle de cinéma est aujourd'hui la salle Louis Parzy. Dès le début, le cinéma des variétés est tenu par Marcel Duribreux, qui est né à Saint-Gain-en-Wep en 1894. Électricien de formation, avec son épouse Alida André. Après la mort de Marcel en 1946, Alida se remarie avec Adrien Morel, qui gère à son tour quelques années le cinéma. Monsieur Morel décède en mai 1953 et sa veuve Alida Morel-André poursuit l'exploitation du cinéma avant d'en confier la direction à sa seconde fille Agnès Duribreux et à son gendre Edwin Klamka, dernier directeur des variétés. Mais les vieux Annelinois vous diront toujours « On allait au cinéma Duribreux ». Le couple Klamka-Duribreux fermera le cinéma définitivement en décembre 1979. La municipalité l'achètera et en 1982, les services techniques le transformèrent en salle municipale polyvalente, le séparant totalement de son entrée de la rue Pierre-Auger. Une nouvelle entrée fut créée rue de la Gare. L'intérieur de la salle a été rénové complètement en 2017 et 2018. Les fauteuils du balcon, qui avaient été conservés lors du rachat du cinéma, ont été rénovés cette année 2019. Il était une fois le cinéma à Annelin. Configuration et situation des lieux. L'entrée du cinéma Duribreux se situait rue Pierre-Auger, entre le café-hôtel-restaurant de Paulette et Fernand Charles, qui était arrivé en 1960. Auparavant, ils exploitaient le café de la Philharmonie rue Nationale. Et de l'autre côté, le café dit Chez la Plume, tenu par Auguste Parzy, un colporteur, et son épouse Raymonde Delefosse. Sur le côté de la grande porte par laquelle on entrait, s'installait une baraque à frites, tout en bois, que l'on pouvait tracter à la main. Les frites étaient servies dans des cornets en papier et non pas dans des barquettes en carton comme maintenant. De la mayonnaise, de la moutarde, du sel, du vinaigre et du piccalilli étaient à la disposition des consommateurs. Passé la grande porte, un long hall d'une vingtaine de mètres menait à quelques marches qui permettaient d'accéder au second hall, plus petit, où se trouvait la caisse centrale pour la délivrance des tickets. Sur le mur, côté gauche du grand hall, de grandes affiches annonçaient les prochains films pour les semaines à venir. Au bout de ce premier hall, sur la droite, se trouvaient les urinoirs, appelées plus familièrement pissotières.
On pouvait y accéder à partir de ce hall, mais également par le café. Inutile de dire qu'on s'y bousculait pour soulager sa vessie. Au milieu du second hall, adossé au mur, la caisse centrale, où monsieur ou madame Klamka née de Ribreux, délivrait les tickets, petits rectangles de carton numérotés qui sortaient d'un distributeur métallique. Madame Klamka était très accueillante et souriante. Monsieur Klamka, quant à lui, paraissait plus sérieux avec son front légèrement dégarni et ses cheveux plaqués sur le crâne. Au coin de sa bouche, son éternel porte-cigarette. En entrant dans ce hall, sur la droite, se trouvait l'escalier qui formait une courbe pour accéder au balcon. L'ambiance. Le balcon était surtout occupé par les familles, la bourgeoisie et les amoureux qui s'installaient dans les coins pour leur tranquillité. Lorsqu'on accédait au balcon, une ouvreuse, Madame Lortillois, nous attendait avec sa lampe de poche pour nous guider dans le noir lorsque la projection était commencée. À l'entracte, elle passait dans l'allée avec son petit panier et nous proposait bonbons, caramels, esquimaux, chocolat, comme dans la chanson d'Annie Cordy. Ces friandises étaient également vendues sur un étal dans le hall. Les projectionnistes étaient Louis Dumay, Gérard Liep, qui officiait aussi au cinéma de la ville, le Familial, et Antoine Masselot. Le rez-de-chaussée de la salle était d'une fréquentation plus populaire et plus jeune. À l'entrée, M. Dabrou contrôlait les tickets. Muni de sa lampe de poche, il était chargé de faire respecter l'ordre quand le chahut était trop important. Il était accompagné de sa fille Léone, une belle fille aux longs cheveux blonds, mais sous la surveillance de son père. Avant que la projection ne commence, les garçons tournaient dans les allées afin de repérer les places libres à côté des filles. Lorsque la lumière s'éteignait, il fallait se jeter sur un fauteuil libre à côté d'une fille. Puis, il fallait poser délicatement sa main sur son épaule. Si elle ne repoussait pas cette main et qu'on trouvait ses lèvres, c'était gagné. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Après une longue séance de bécotage et de plottage, les cheveux crêpés défaits, les maquillages brouillés, les visages des deux partenaires avaient de belles couleurs. Dans les premiers rangs, les enfants applaudissaient et criaient lorsque la cavalerie des tuniques bleues venait au secours des pionniers attaqués par les Indiens, ou que Zorro embrassait la fille du gouverneur. En première partie étaient projetées les actualités pâtées, qui avaient 3 semaines de retard, puis un documentaire souvent ennuyeux, et parfois un dessin animé ou un court-métrage des 3 Stooges, accueillis sous les applaudissements des enfants. Avant l'entracte, Jean Mineur et ses publicités, Haute-Cologne, Hollywood Chewing Gum, Dents Blanches, Haleine Fraîche, Super Dentifrice, Colgate, etc. En 1956, Zapimax se produisit sur la scène du cinéma et anima de nombreux jeux radiophoniques sponsorisés par le fameux shampoing DOP. De nombreux berlingots de ce shampoing furent distribués aux spectateurs. Ce fameux berlingot qu'il fallait percer et qui dégoulinait sur le visage et irritait les yeux. Puis, c'était l'entracte. D'une vingtaine de minutes, il permettait aux spectateurs de se rafraîchir dans les nombreux cafés aux alentours, le plus souvent chez La Plume ou chez Fernand Charles. Une sonnerie prévenait les spectateurs de la reprise de la séance. Après l'entracte, le grand film,
Western spaghetti, péplum, Hercule, Homer, Massiste, films comiques. De très bons films, Les 10 commandements de Cécile B. DeMille, La grande vadrouille de Gérard Houry, avec Bourvil et Louis de Funès. Quand celui-ci apparaissait sur la toile, le public éclatait de rire. Dans les films américains, Jane Mansfield, Gina Lollobrigida et Bébé, Brigitte Bardot, avaient des poitrines en forme d'obus. Le dimanche soir, le cinéma des variétés ne faisait pas le plein, car beaucoup passaient leur soirée au cinéma de Monsieur le Doyen de Saint-Martin, le familial, derrière l'école des garçons Saint-Joseph à la ville. Les programmations et les publicités. En plus de la façade et du hall, d'autres affiches étaient placardées dans Annelin. Place de la mairie, à côté du fleuriste, et à l'angle des rues Léon Boitel et Jean Jaurès. Dans le quartier de la ville, face à l'école Sainte-Anne et rue Charles-Dereux, près de la tannerie. Des bandes-annonces étaient projetées à l'entracte. Les programmes étaient annoncés dans les journaux, La Voix du Nord, Nord Matin, Liberté et La Croix du Nord, avec des appréciations pour adultes, pour tous ou interdits aux moins de 18 ans. Un gendarme montait la garde à l'entrée pour empêcher les mineurs de rentrer dans la salle. Un peu d'histoire. Suivant certains documents, il semblerait que l'exploitation du cinéma ait commencé en 1926, avec des films muets. Rappelons que le premier film sonore, Le chanteur de jazz, fut projeté en 1927. Récemment, on vient de découvrir un film anglais de 1926, Un chanteur. Puis, ce fut les films parlants des années 30, avec Fernandel, Rému, Michel Simon, Pierre Brasseur, Louis Jouvet, Daniel Darieux, Harry Bor, Charles Boyer, Jean Gabin, Arletty, etc. Après la guerre de 39-45, un film sur la libération de Paris fut projeté au cinéma de Ribreux. Il y eut tellement de monde qu'il fallut programmer plusieurs séances sur 4 jours. Monsieur de Ribleux exploitait 2 cinémas, un à Annelin et le second à Beauvais. Ce dernier était tenu par son beau-fils et sa fille aînée, Gilberte. Pour la projection du premier film en couleur et en cinémascope, La Tunique, en 1953, avec Victor Mature, l'écran dut être agrandi. Dans le milieu des années 70, quelques films érotico-porno furent projetés. Ça sentait le déclin, car beaucoup d'Annelinois restaient devant leur télévision. La dernière séance eut lieu le 31 décembre 1979. De temps en temps, pendant l'entracte, la direction du cinéma d'Uribreux, monsieur et madame Klamka, offrait une attraction aux spectateurs. Voici une anecdote me concernant lors d'une attraction. Un dimanche, pendant l'entracte, un fakir se produisait sur la scène, habillé d'un habit d'or et d'argent, le crâne enrubanné d'un turban, un sabre à la ceinture. Il fit appel à des volontaires. Je montai sur la scène en compagnie d'autres spectateurs. Il plaça une fille à quelques mètres de moi. Il me demanda de la regarder dans les yeux. Il dégaina son sabre, releva la manche de ma veste et fit de même pour la fille. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Mes mains devinrent moites et les battements de mon cœur devenaient plus rapides. Il passa la lame de son sabre sur mon bras. Je ne sentis rien, mais la fille sursauta en se tenant le bras.
Puis il passa la lame sur le bras de la fille et j'eus une douleur électrique qui me parcourut le bras. Après m'avoir regardé dans les yeux, ses yeux étaient dilatés et injectés de sang. Il me demanda de regagner ma place. Heureusement, car dans la suite du spectacle, il hypnotisa et endormit les autres volontaires, leur faisant faire plein de choses comiques contre leur gré, notamment un striptease qu'il fit stopper aux sous-vêtements, slip et soutien-gorge. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.